Bonjour à tous, Pierre-Simon Elongua pour Silicon Students. On a la chance aujourd'hui d'être dans les bureaux de Guillaume Dumortier, président de Brandfolium, pour la première édition d'une série que j'espère longue d'interviews dans la Silicon Valley. Donc pas de pression. Non, aucune. Et, on va toujours faire mieux. Ouais, voilà. Exactement. Et le principe, c'est qu'on réunit des questions de notre communauté d'étudiants sur notre groupe Facebook qu'on va poser à Guillaume, et on va commencer par une petite présentation. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que Brandfolium? Alors, merci d'être le premier. C'est toujours intéressant d'ouvrir une série. Donc on est dans la Silicon Valley, on est plus particulièrement à Sunnyvale, donc entre San José, Palo Alto, Mountain View, donc 45 km au sud de San Francisco, le cœur de la Silicon Valley. Généralement les gens pensent que San Francisco et Silicon Valley c'est la même chose, quand même quelques petites différences. Mais moi je suis arrivé en 2007 aux États-Unis, je suis arrivé expatrié pour un groupe de télécom français qui s'appelle Bouygues Télécom, et j'étais sur une mission normalement qui était fixée dans le temps de 3 ans, et au bout de 2 ans j'ai eu le syndrome entrepreneur et j'ai tout plaqué, j'ai fait un congé pour création d'entreprise et je suis jamais retourné dans l'entreprise Bouygues Télécom, et donc voilà, j'ai créé Brandfolium. Donc Brandfolium, ça a été beaucoup de choses, hein. On crée des entreprises, elles avancent dans le temps, mais aujourd'hui c'est du social media advertising et notamment avec un focus sur les ambassadeurs de marque. Donc on fonctionne un peu comme une agence, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie de diagnostic, conseil sur quelle campagne mettre en place, est-ce que les bons repères dans les médias sociaux tels que la présence, l'influence, est-ce que ces critères sont présents chez la marque, et un autre côté qui est plus opérationnel avec des campagnes donc qui s'adressent aux ambassadeurs de marque, où on va les identifier, les recruter, les animer, donc on va leur faire soit partager des photos, soit leur faire écrire des témoignages, et puis les récompenser in fine. Donc voilà, vraiment la baseline c'est identifier, recruter, manager et récompenser les ambassadeurs de marque. Très bien. Et donc je suppose que Brandfolium a pas mal évolué depuis la création, notamment peut-être dans ce qui est l'équipe. Ouais. Il y a eu plusieurs facteurs, mais je te laisse terminer. Parce que en fait, une des questions qui a été le plus posée, c'est, parce qu'on se pose beaucoup de questions en tant que jeune, sur comment je monte une équipe, comment je vais recruter soit mon cofondateur ou mes premiers employés. Et donc comment ça s'est passé pour toi Alors, je vais d'abord répondre de manière générale sur l'aspect comment est-ce qu'on monte une équipe et ce qu'on peut en attendre, en tout cas ce qu'on doit en attendre. Puis après, je parlerai d'un cas personnel qui est un peu atypique. Donc, ici, il faut savoir que dans une startup, le recrutement, ça va faire 20% du temps d'un CEO. Parce qu'un CEO, il porte une vision, il est investi d'une mission. L'intérêt de constituer une équipe, c'est, en tout cas l'équipe noyau, la core team, c'est vraiment d'avoir des gens qui embrassent cette vision au moins autant que le cofondateur. Enfin, que le fondateur. Et pour arriver au statut de cofondateur, on veut dire, c'est s'il y a 2 couteaux sur la table, il faut que les 2 cofondateurs soient capables de s'éventrer et mettre leur trip sur la table à n'importe quel moment. Il faut qu'ils soient synchro sur les mêmes motivations. Et aujourd'hui, on peut dire, voilà, alors certaines personnes veulent avoir de l'impact, faire changer les lignes, être disruptif par rapport à un marché. Ça peut prendre du temps, mais c'est louable. Aujourd'hui, ce qu'on dit dans la vallée, c'est que si jamais les gens ne sont pas tous d'accord qu'ils veulent gagner de l'argent, l'argent doit être un dénominateur commun. Mais, voilà, ce qui peut être mal interprété en France, parce qu'il y a en France et en Europe, parce que si on parle que d'argent. La vision de cette manière, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est débarrassez-vous de ces faux semblants avec l'argent. L'argent, vous n'êtes pas entrepreneur pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir à vous-même. Vous êtes entrepreneur parce que vous voulez changer le monde et aussi parce que vous voulez gagner de l'argent. Et il ne faut pas se leurrer là-dessus. Si jamais vous dites vous êtes uniquement un philanthrope, vous êtes un esthète de la start-up, prenez pas ces risques-là. Vous faites-le si vous pouvez, mais je vous le déconseille. Il faut bien vivre. Oui, il faut bien vivre. Non, mais pourquoi après, aujourd'hui, il y a cette génération d'entrepreneurs qui veut dire, voilà, je vois le succès par mon petit trou de serrure, dire, voilà, je vois TechCrunch, je vois Mashable, je vois ces gens qui lèvent 10 millions, 40 millions, 100 millions, qui font des valuations à 1 milliard, 3 milliards, 10 milliards.
voilà, ça fait tourner la tête. Il dit bah, pourquoi est-ce que je pourrais pas prendre la part de ce gâteau-là? Mais en fait, il faut savoir que la première motivation d'un entrepreneur, c'est vraiment faire changer le monde, faire changer les choses, faire bouger les lignes, ou avoir un impact. Si vraiment vous n'êtes pas investi de ce truc-là au départ, vous n'aurez pas de carburant dans les moments difficiles pour continuer à tenir votre vision. Et d'où l'importance de s'entourer de personnes qui ont aussi la même vision, qui vont éventuellement justement relancer ce carburant quand nous on a une petite baisse de motivation et rappeler un peu les principes qu'on avait au moment de lancer l'entreprise. Ce sont des épaules sur les cofondateurs doivent être. C'est comme un mariage en fait. C'est comme un Pax. Voilà, on est main dans la main, on signe un contrat tacite qui est de dire bah voilà, on va aller jusqu'au bout et on va donner tout ce qu'on a pour exécuter sur notre vision. Il y a, je ne sais plus si c'est Einstein ou Nietzsche qui disait Vision without execution is hallucination. Donc, avoir la vision, c'est bien. Être investi d'une idée extraordinaire, c'est très bien. Convaincre quelqu'un d'autre, c'est une première étape. Et j'ai envie de dire, après, convaincre le bon profil, c'est encore plus difficile. Donc, moi, comment ça s'est passé pour moi? Moi, je bossais chez Bouygues Télécom au bureau US. J'ai commencé à travailler le soir, à mettre en place un business plan, à lever un peu de love money au départ, donc pour amorcer la pompe. Mon cofondateur, il était chez Plug and Play, un des incubateurs qui est c'était l'employé numéro 3 de Plug and Play. D'accord, il était employé de Plug and Play. Il était employé de Plug and Play, c'est lui qui a monté Plug and Play. Enfin, il n'est pas. Pardon? Celui de Sunnyvale. Celui de Sunnyvale, ouais. Donc c'est Ryan. Et le deuxième, en fait, il se trouve que c'était mon voisin de palier. Que j'avais mis en contact avec TF1 à l'époque où j'étais chez Bouygues Télécom. J'ai fait une petite recherche pour savoir si c'était quelqu'un de valable. J'avais des signaux verts. Donc voilà comment j'ai construit la première équipe. Donc première erreur, c'est que je n'avais pas des vraies connaissances d'ingénieur, mais j'avais pas d'ingénieur. Oui, c'est les profils, oui. Voilà, les profils, c'était, tu avais un sales et un bizdev. D'accord. Sachant que sales, c'était vraiment le mec qui allait avec la proposition de valeur et chercher la vente, alors que l'autre bizdev, c'était plus, je cherche des alliances stratégiques qui vont être bénéfiques pour mon produit ou pour ma vie. Et donc, on s'est retrouvé à écrire un produit pendant très très longtemps, sans vraiment le faire sortir de terre. En même temps, moi je jouais double casquette quand j'étais chez Bouygues Télécom, donc voilà, je n'avais pas la main sur le recrutement. Et une erreur qui a été faite, c'était de dire finalement, on va lister les compétences qu'on veut, parce qu'on pensait qu'on avait le bon framework de développement. On disait donc c'est du PHP par ici, de l'Ajax par là, des mecs qui savent faire du CSS, de l'HTML. Rien de transcendant. Ils ont demandé de validation par exemple de quelqu'un que vous connaissiez. Exactement. C'est de dire que, moi j'avais délégué ce truc-là, finalement le côté screening de ces gens-là à d'autres. Et au final l'histoire a voulu que ça a été un échec. Mais de cet échec, c'est de dire aujourd'hui j'ai des alliés techniques qui me permettent de savoir exactement où je vais. Et dans les dynamiques de fonctionnement, ça doit être, j'ai envie de dire, itératif tous les jours. Tous les jours, tu sors quelque chose, tous les jours. Les développeurs deviennent fous. Ça, c'est justement les décalages. Penser aux prochaines évolutions. Généralement, tu vas sortir un nouveau truc par semaine pour faire avancer ton produit. Et après, le passer au grill, te dire tiens, est-ce qu'on fait comme ça, est-ce qu'on fait comme ça. Et puis engranger le maximum de bêta-testeurs pour qu'ils aient le feedback, pour créer une communauté. Donc voilà. Donc en résumé, c'est vraiment 20% du temps doit être passé sur le recrutement. Le recrutement ne doit pas se faire sur un mode affinitaire, il doit se faire vraiment sur un mode de compétence. Et dans une startup, le but d'une startup, c'est de se tester. C'est pas mal aussi. En fait, quand tu es CEO, tu dois tester tous les jobs de ta startup. Ouais. C'est-à-dire du marketing, du PR, du travail d'esclave, de faire des listes de 3000 marques, des choses comme ça. Et ensuite de recruter les gens dans les domaines dans lesquels tu es pas bon. Et se tenir à ce truc-là. Vraiment se tenir à j'engage les gens qui non seulement embrassent la même vision que moi, mais aussi qui sont forts là où je ne suis pas.
Ouais. Voilà, tu dois créer la complémentarité. Après, je pense que c'est la core team, c'est la responsabilité de la core team de mener la mutation de prototype à working, à la première version du produit fini. Et ensuite, voilà, d'avoir du financement, de commencer à constituer une force de vente, enfin en fonction des modèles. Si c'est un modèle en ligne, ça n'a pas lieu d'être, mais ou de commencer à aller chercher des alliances stratégiques. Donc voilà, c'est d'abord avoir un prototype qui marche pour valider la vision, et tu dis, bah voilà, ce que j'ai dans ma tête, ça se traduit comme ça. Et ça se trouve, ce sera I2, la première fois que tu le verras. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux le modifier. On peut le modifier quand on a des fondateurs techniques. Et c'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire qu'on n'est pas, Facebook qui veut, on n'est pas Twitter qui veut, etc., etc. Il y a la conjonction de plusieurs choses. On dit souvent, en tout cas ici, que le timing et la chance, c'est la même chose pour un entrepreneur. C'est-à-dire qu'une décision business pour te mettre telle feature plutôt qu'une autre à cet instant du produit, bah, finalement, tu te rends compte qu'à 6 mois, tu as pris un avantage compétitif grâce à cette feature. Mais tu ne le savais pas à ce moment-là. Donc voilà, c'est évolutif, il faut toujours garder une vision à moyen terme, être capable de remettre en cause et son produit et son équipe. Moi, j'ai viré 14 personnes en tout. Est-ce que vous étiez monté à combien de... On était monté à 16 personnes. D'accord. Et aujourd'hui, je suis tombé à 3, tu vois. D'accord. Donc voilà, il y a eu plusieurs paramètres. Voilà, on a eu beaucoup d'argent, donc on sait qu'en ayant beaucoup de développeurs, on allait accélérer. En fait, non, il fallait prendre notre temps, être sûr de ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, je prends mon temps, j'avance très bien et je fais du travail de qualité, mes clients sont satisfaits, donc voilà, je m'y retrouve. Et du coup, ce problème, justement, on rebondit un peu sur le fait que tu me dis, vous avez viré 14 personnes, c'était lié, je pense qu'il y avait un certain lien avec donc, la base de l'équipe qui n'était pas forcément la bonne, mais est-ce qu'il y a eu un autre problème oui, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour prendre l'argent et se barrer, qui peuvent. Donc effectivement, on a eu par exemple 2 ingénieurs qui venaient tous les deux de la même boîte, qui ont commencé à développer, puis en fait on a ramené un 3e gars pour quand même regarder la qualité de ce qu'ils développaient et entrer leur code. Et puis on s'est aperçu qu'ils avaient pris la même base que leur travail précédent. Donc on se disait, voilà, problème de propriété intellectuelle, déjà, donc on les a virés sur le champ. Parce que c'était pas possible, on les payait pour créer quelque chose, pas pour qu'ils recopient. Et si tu veux, quand tu n'as pas la compétence, bah voilà, tu peux te faire enfumer rapidement. Ensuite, il y avait des gens qui étaient trop juniors, qui s'étaient survendus, mais on s'est rendu compte un peu plus à la fin. D'autres gens qui avaient vendu des compétences et vendu le fait qu'ils c'était des adaptive learners, que si tu leur filais un bouquin de code qu'ils seraient capables de développer, ce n'était pas du tout le cas. Il y a eu la crise économique aussi, où ton burn, tu as besoin de diviser par 3 ton burn, j'ai pas de s'aborder. Non, mais blague à part, il y a ce sont des décisions qui sont difficiles, parce que tu as l'impression qu'elles te mettent des stops sur ton développement, qu'elles t'enferment dans finalement les compétences de ceux qui restent, alors qu'en fait ça te permet de faire le point et de te dire, bon, est-ce que finalement c'est pas l'opportunité de refaire un point sur le bousin et de dire, bon, où est-ce que j'ai loupé le truc, quoi. Et donc du coup, parce que tu avais mentionné donc, ton cofondateur était du Plug and Play Center, donc vous avez eu la chance donc, au début d'être basé à Plug and Play. Ouais. Et je voulais savoir, beaucoup d'entre nous voulaient savoir quelle est la plus grosse plus-value d'un incubateur comme celui-là, comme on parle beaucoup des incubateurs en ce moment, et évidemment ici, on a la chance d'avoir l'accélérateur qui est le camping à Paris qui marche très bien. Quelle est la plus grosse plus-value pour toi d'un incubateur? Alors, il y a différents modèles d'incubateurs, il y en a qui s'appellent accélérateur, il y en a qui s'appellent incubateur, il y en a d'autres c'est de l'office space. La particularité du plug and play de ce niveau, c'est que c'est d'abord de l'office space. C'est très flexible, que tu sois 1 ou que tu sois 10 et que tu passes de 10 à 50 du jour au lendemain, il y avait une flexibilité assez intéressante. J'ai pas eu ce problème-là, entre guillemets. Et déjà, certaines flexibilités, tu arrives, c'est du
comme son nom l'indique, c'est du plug and play. Tu signes un contrat au jour J, 1 heure après, tu as ton cube avec ton internet qui marche, tu es prêt à bosser. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient mis une couche de service au-dessus, une couche très communautaire, qui est de dire, finalement, toutes les startups de la Silicon Valley, notamment Plug and Play, ça vient de partout dans le monde. Ça vient du Japon, ça vient du Danemark, ça vient d'Estonie. Voilà. Donc en fait, ils ont joué sur cet aspect multiculturel pour créer une vraie communauté internationale et de créer des pavillons de pays. Donc il y a le pavillon espagnol, il y a le pavillon canadien, il n'y a pas de pavillon français. Ça, c'était vachement intéressant. Ils ont aussi un cycle d'expo, donc voilà, où tu pouvais te mettre en avant avec les VC du coin qui venaient un peu chercher les nouvelles pépites. Et donc, puisqu'on parle de VC aussi, le dernier point et non des moindres, c'est qu'ils avaient les VC avaient des bureaux de résidence dans le plug and play. Donc au 3e étage, donc c'était un étage qui était à accès réservé, machin. Donc quand tu allais au 3e étage, c'était bon signe. Mais voilà, donc c'est une communauté et d'investisseurs et de service providers qui était qui est assez dynamique et qui m'a pas mal apporté. Donc j'ai rencontré plein de gens vachement intéressants. Puis il y a beaucoup de success stories aussi qui ont commencé au plug and play. Il y a PayPal, Google aussi un jour, mais c'était sur non, c'était Palo Alto. En fait, le plug and play a commencé avec 3 fois rien Palo Alto, mais leur cœur de business, il ne faut pas se tromper, c'est de l'office space, c'est de l'immobilier, c'est du real estate. Et donc là, je pense qu'on va arriver à la fin. Peut-être un dernier conseil à donner aux étudiants qui regardent, qui voudraient. Ouais, alors. Qui pensent justement, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui voudraient passer, qui hésitent entre est-ce que je crée ma boîte à Paris ou dans la Silicon Valley? Parce que toi, tu n'as pas vraiment eu ce choix-là à faire. Non, moi j'ai eu un parcours corporate. C'est-à-dire que j'ai bossé chez L'Oréal, j'ai bossé chez Bouygues Télécom, j'ai bossé chez Red Bull, j'ai bossé chez Reckitt Benckiser, et l'ingé de Saint-Marc. Et donc j'ai eu cette expérience-là en marketing majeur. Je pense que c'est à la sortie de l'école, c'est très audacieux de se dire qu'on est armé pour y aller, sauf si on a les renforts derrière. Je pense que déjà, ne pas négliger une première expérience en entreprise, grande ou petite, au moins pour se prendre des coups et bien être sûr que on ne supporte pas l'autorité et que c'est quand même bien d'être son propre patron, même si ça a beaucoup de pression et beaucoup de stress. Premier conseil, donc ne pas négliger cette première expérience en entreprise, mais je veux dire au-delà d'une année de césure. C'est vraiment le premier job doit être là-dedans. Le deuxième conseil, c'est de dire, c'est un peu de prendre exemple sur Pierre, parce que Pierre, on a eu l'occasion d'en discuter la dernière fois, mais c'est de dire, si jamais vous voulez être entrepreneur et que vous voulez avoir un impact, posez-vous la question, est-ce que c'est mieux d'avoir un impact en France avec bientôt 70 millions, un marché de 70 millions de personnes, ou avoir un impact avec un marché de 350 millions? Là, c'est des différences d'échelle. Tout de suite, voilà, il ne faut pas avoir peur. Si on a de l'ambition, on n'a pas de l'ambition. C'est avoir de l'ambition en France, c'est avoir de l'ambition mondiale. Après, certains business sont plutôt franco-français. Oui, et après, on peut créer un business de France avec plus de vision internationale, faire son site en anglais ou autre. Exactement. Donc, c'est faire un peu comme tu as fait, et c'est de dire, si je veux être entrepreneur, pendant l'année de césure, que je me donne les moyens de trouver un stage en Silicon Valley ou dans une start-up à Paris. Donc, pour ça, je vous donne 2 adresses. Pour les startup job, donc c'est ventureloop.com. Donc ça, ce sont des startups qui sont backées par des VC qui mettent leur job post là-dessus. Il y a une section pour les internships. Ensuite, je crois que j'ai vu passer très récemment Startup Jobs. Je crois que c'est très récent, c'est il y a 1 ou 2 jours. Donc là, je ne sais pas si c'est français ou si c'est international. En tout cas, il y a à aller voir là-dessus. On n'est pas entrepreneur, j'ai envie de dire, par le livre, by the book. C'est par l'expérience. Donc il faut prendre des coups, il faut peut-être avoir un super coup de peau et avoir le bon coup de pioche tout de suite. Mais c'est vraiment se confronter et se dire, voilà, il faut se confronter à ce monde-là le plus tôt possible et surtout s'entourer. Les parents, les amis.
Et le dernier conseil, si vous êtes déjà entrepreneur, c'est de savoir appuyer sur le bouton stop. Parce que ça sert à rien de s'emplâtrer. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'on se plante. Et après, il faut savoir si on s'est planté avec un mur dans la gueule, c'est pas possible de repartir, ou est-ce que finalement je me suis planté, mais il est encore temps de pivoter et de reprendre la manœuvre. Voilà. Et j'ai encore un dernier point bis, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec est quelque chose de nécessaire, c'est la plus grosse qualité que vous pourrez avoir auprès d'un recruteur plus tard si jamais vous voulez revenir dans le corporate. Les gens qui ont échoué savent rebondir. Ça peut paraître con, mais voilà, la notion de l'échec, je sais que c'est très sensible en France. Et d'ailleurs, il me semble que la FailConf, il y a eu une FailConf, il y en a une autre qui voilà. Donc voilà, vraiment, ça aussi, mettez vos tripes sur la table et allez-y. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Ouais, je t'en prie. Je te remercie et Silicon Student te remercie. Mais en tout cas, si vous voulez me suivre sur Twitter, @Guillaume_, sinon guillaume@brandfolium.com. Et je suis très ouvert, et donc voilà. Ok, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à Guillaume. Voilà, merci. Beaucoup.